Nous recevons cette année l'équipe de Yamana Gold qui nous offre une conférence intitulée « Le projet aurifère Wasamac, une mine souterraine intelligente en développement à Rwanda ». Ce sera le terme de cette conférence-là. Merci, M. Barrette, pour la présentation. Moi, c'est Marc-André Laderne, directeur relations avec les communautés pour l'entreprise. Je suis impliqué dans le projet Wasamac depuis 2017, dans le fond sous l'égide de Monarch Gold, lorsque le projet a été repris là, des mains de Lynn Richemont, qui a été mis en valeur là, par l'étude de faisabilité de 2018, qui a présenté un projet là, qui est très différent de ce qu'on avait vu à l'époque. Donc, ça me fait plaisir d'avoir été invité aujourd'hui. Yamana est très fier de ça, de pouvoir participer à l'Assemblée générale annuelle de cette année, puis également là, de lancer les activités de la semaine minière. Là, donc, la semaine prochaine, plusieurs activités sont en place, puis on est très heureux de vous la balle aujourd'hui. Donc, je suis accompagné de deux de mes collègues. Je vais faire la partie, dans le fond, je vais présenter l'entreprise, je vais présenter le projet, puis après ça, je vais donner la parole à mes collègues. Aujourd'hui, la présentation va se faire en deux étapes. Premièrement, on va présenter Yamana Gold. C'est important là, pour nous que vous compreniez bien l'ampleur de l'entreprise, les différents actifs. Donc, on va passer un petit peu de temps à ce niveau-là. Puis, on va parler par la suite de Wasamac. C'est la majeure partie de la présentation va tourner autour du projet. Donc, on va parler de son historique, le projet en tant que tel. Le programme d'exploration que Manon va vous présenter, puis l'évaluation environnementale là, que Martin va compléter la présentation avec cette partie-là. Donc, quelques mots sur Yamana Gold. Yamana Gold a été fondée en 2003, donc une entreprise quand même assez jeune. Le siège social est basé à Toronto. Il y a 5 opérations minières là, au travers des Amériques. On connaît tous très bien là, la mine canadienne Malartic, qui fait partie du partenariat canadien-malartic, mais également le projet Odyssée là, qui est en développement dans le secteur. Puis, depuis peu, depuis janvier 2021, l'acquisition de Monarch Gold, principalement là, pour l'actif Wasamac, là, qui faisait partie du portefeuille de Monarch. Depuis 2014, Yamana est présent en région, là, donc avec un partenaire, on a acquis la mine canadienne Malartic à l'époque. Puis comme M. Barrette disait, ça en fait le deuxième joueur en importance en termes de production d'or au Québec. Donc, Yamana est très fier de ça. Notre mission, extraire de métaux précieux de façon rentable et responsable. Peter Marrone est président exécutif du conseil d'administration, puis il est également le président fondateur de l'entreprise. Donc, toujours en place, bien en selle. Puis deux joueurs que vous connaissez probablement, là, qui sont très importants pour l'entreprise. Daniel Racine, le CEO, qui a travaillé pendant plusieurs années en Abitibi pour Inco Eagle. Donc, plusieurs doivent connaître très bien Daniel. Puis Johan Bouchard, qui a travaillé également là, en Abitibi pendant plusieurs années, a même habité le quartier 20, là, tout près d'où est-ce que le projet va se développer. Johan, natif de la région. Là, donc, ça, on est très heureux là, d'avoir des joueurs comme ça dans l'équipe, qui connaissent bien la région, les enjeux, et qui nous appuient là, dans le processus là, qui est en cours. Un aperçu du portefeuille. Dans le fond, Yamana a une plateforme de production là, de 1 million d'onces d'or équivalentes. 11 d'or équivalentes parce que 88% de la production de Yamana est tirée de l'or, puis 12% est tirée de l'argent. Les principaux actifs, en Abitibi, le partenariat canadien-malartic, bien sûr, mais en Amérique du Sud, présent dans 3 pays, dont le Brésil avec la mine Jacobina, le Chili avec El Peñón puis Minera Florida, puis également là, un actif là, en production là, en Argentine, la mine Cerro Moro. Les perspectives sur 10 ans, Yamana est très bien positionné pour les 10 prochaines années, là, avec une production là, qui va varier entre 1 million d'onces d'or équivalentes et 1,25 million d'onces d'or équivalentes, donc une progression là, au cours des 10 prochaines années. Donc, les actifs actuellement, les projets en développement là, assurent cet approvisionnement en or-là. Plusieurs changements importants là, au cours de l'année 2021 se sont produits, donc une augmentation des réserves au niveau des différents actifs, mais également là, au niveau des perspectives, là, des prévisions de production. Il y a eu des milestones importants aussi de franchis, donc un permis qui a été augmenté à 10 000 tonnes par jour à Jacobina, puis également là, les décisions là, en ce qui a trait au projet Wasamac.
une décision positive de construction pour le projet Wasamac, puis la construction là, qui a été entamée là, pour le projet Odyssée à Malartic. Donc ça, c'est deux événements très importants pour la région là, puis pour l'entreprise. Donc, pour Yamana, ça fait le tour. Je vous encourage à poser des questions à la fin si vous avez des questions, mais là, on va passer au niveau du projet Wasamac proprement dit. Donc, le projet Wasamac, situé à 15 km là, de le secteur urbain de Rouyn-Noranda, donc tout près là, de la 117, entre les quartiers Évin et Arnfield. C'est une exploitation souterraine d'une période de 10 ans. Donc, présentement, on a un plan de minage vraiment bien attaché, là, qui a une réserve qui a été identifiée pour 10 ans. Mais on a une campagne d'exploration importante en cours, puis on a un très bon espoir là, de pouvoir prolonger l'opération là, sur une période de 15 ans. C'est un projet qui inclut là, des technologies innovantes, un projet qui se veut respectueux de l'environnement, là, puis de l'humain également. On comprend que le projet est situé là, dans un environnement rural, semi-urbain, donc plusieurs résidences à proximité. C'est un élément là, qui est considéré là, à tout moment là, lors du développement du projet, puis la conception du projet. Donc, c'est un point là, très important là, pour l'équipe de projet. Il se fait plein de belles choses en Abitibi là, au niveau de l'industrie minière. Là. Il y a eu énormément d'évolutions au niveau de l'industrie. Puis ce qui est intéressant au niveau du projet Wasamac, c'est que vu qu'on est au stade vraiment là, de dessiner là, le futur de ce projet-là, on est capable d'inclure ces différentes technologies-là au sein de l'opération. Ce qui est des fois est plus difficile lorsqu'on a une opération là, qui est déjà existante. Dans notre cas, là, c'est vraiment une intégration complète des différentes technologies. On parle d'automatisation, ventilation intelligente, de télésupère ou téléopération. C'est vraiment des éléments là, qui sont ajoutés là, au niveau de la planification. On parle d'une création de plus de 300 emplois, autant au niveau de la phase de construction que de la phase d'opération pour le projet. Puis si on pense là, à l'investissement initial, le CAPEX de départ, on parle là, de 540 millions là, pour construire la mine jusqu'à la production commerciale. Puis ensuite, là, un investissement en CAPEX de soutien de l'ordre de 419 millions. Donc, on comprend que l'investissement total, là, tout près du milliard là, dans les prochaines années. Le gisement Wasamac, c'est les extensions, dans le fond, de la vieille opération minière Wasamac qui a été opérée entre 1965 et 1971. C'est une découverte qui a eu lieu en 1936. La mine Wasamac a quand même produit là, tout près de 250 000 onces là, à cette époque-là. On voit que c'est un chevènement incliné là, qui était présent à l'époque, donc une mine souterraine avec une usine, là, un parc, l'ensemble des infrastructures nécessaires à l'opération. Des puits inclinés là, c'est quand même assez rare là, au niveau de l'industrie. Là. On n'en voit pas beaucoup, mais c'est ce qui était présent là, à Wasamac. Donc, la mine a cessé en 1971. Par la suite, les infrastructures sont demeurées sur place. Il y a beaucoup de phases d'exploration là, dans les années subséquentes. Malheureusement, là, il n'y a pas eu suffisamment à l'époque là, de ressources identifiées. Puis il y a eu une décision là, prise par Mines Richemont en 1994 de restaurer l'ensemble du site. Donc en 1994, vraiment, là, l'ensemble des infrastructures ont été enlevées là, sur la propriété. Donc aujourd'hui, quand on voit là, l'emplacement là, de l'ancienne mine, c'est complètement restauré. C'est un endroit là, on voit une restauration là, qui a vraiment bien été réalisée. Là. Le résultat là, il est frappant. Là, il n'y a plus de traces du tout là, de l'ancienne opération minière. En 2011, Mines Richemont a proposé un PEA qui présentait là, un projet minier avec une usine, un puits, qui était situé là, tout près du rang des Cavaliers, là, dans le secteur plus urbanisé. Puis, ce projet, à l'époque, avait mal été reçu là, par la population avoisinante pour différents enjeux là, de cohabitation. Donc, le projet, par la suite, est demeuré là, quand même assez latent, si on peut dire. Là. Puis, c'est en 2017 que Monarch Gold a acquis les actifs du Québec de Mines Richemont. Je ne sais pas si pour certains vous en souvenez, mais c'est à l'époque que Monarch s'est positionné en Abitibi. Puis le projet Wasamac est devenu là, rapidement le projet phare de Monarch. Il y a une mise à jour de la ressource puis de la réserve qui a été effectuée à ce moment-là, lors de l'acquisition. Puis en 2018, on a publié là, la première étude de faisabilité sur le projet qui présentait les infrastructures déplacées. Donc, c'était en réponse aux préoccupations là, citoyennes puis aux différents
des éléments qui avaient été soulevés par la population. Donc là, maintenant, les infrastructures du projet, contrairement à l'époque, ne comprennent plus de puits. C'est 2 rampes qui ont été dessinées là, pour la nouvelle mouture du projet. Les infrastructures sont cachées derrière une colline là, naturelle qui suit la 117 à cet endroit-là. Donc vraiment, le projet, là, au niveau là, des impacts visuels, du bruit de la poussière, ben, le projet, comme il est présenté aujourd'hui, là, amène plusieurs améliorations à ce niveau-là. Puis c'est en janvier 2021, lorsque Yamana a fait, dans le fond, l'analyse de cette nouvelle mouture-là du projet, qu'ils ont pris la décision d'acquérir Monarch au complet, Monarch Gold, qui est devenu par la suite la société aurifère Yamana Québec Inc. Puis ils ont gardé là, cet actif-là, là, qui était l'actif qui était visé là, par la transaction avec Monarch. Dans le fond, on a commencé l'année 2021, on était 2 employés là, chez Yamana Gold, la société aurifère Yamana Québec Inc. On est rendu là, 18, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. On a réussi là, au cours de l'année 2021 à aller chercher là, des joueurs là, très talentueux et on en est très fiers. Puis il y en a plusieurs qui m'accompagnent aujourd'hui, là, qui vous ont été présentés là, plus tôt là, de la conférence, mais je tiens là, à souligner là, 4 piliers importants là, pour le projet. Jean-Pierre Landry, qui est bien connu dans le secteur de Rouyn-Noranda pour une feuille de route assez volumineuse, puis avoir participé à plusieurs mises en place de projets importants. En tant que directeur de projet pour nous, Martin, qui était au partenariat canadien-malartic avant de se joindre à l'équipe. Très heureux également, le Martin est responsable là, de la santé, sécurité, l'environnement et les permis. Moi-même et Stephen Campbell, qui est directeur d'ingénierie, qui est également là, une belle feuille de route au niveau là, des firmes d'ingénierie, en tant que directeur d'ingénierie au sein de notre équipe. Donc, bien heureux là, de la réponse là, de la main-d'œuvre. Au cours de la dernière année, on a su bâtir une équipe très intéressante. Un élément qui a été, dans le fond, identifié rapidement par Yamana Gold lors de l'acquisition. Je pense que dans la première communication qui a été faite par l'équipe de Yamana Gold, c'est de viser une ouverture d'un bureau de relations communautaires là, dans le secteur Révin, là, tout près du projet. C'est ce qui s'est réalisé là, au cours de la dernière année. Puis il y a une ouverture officielle là, qui s'est tenue le 24 mars. On a eu au-dessus de 100 personnes qui sont venues là, au cours de la journée là, visiter nos nouvelles installations. Donc, on est très fiers du résultat, c'est très accueillant, puis ça va permettre aux gens là, du projet, lorsqu'ils circulent vers la MRC, le secteur plus urbain, pardon, de pouvoir arrêter, nous rencontrer là, pour poser des questions à propos du projet, puis également là, avoir des réponses là, à leurs questions. Puis, on a également là, un bureau régional où est-ce que l'équipe de projet est située là, dans l'ancien parc, mais dans le parc industriel qu'on appelle le parc industriel Dion, là, où est-ce qu'il y avait Goldcorp, qui avait ses bureaux lorsqu'ils ont développé le projet Léonard. Donc, notre équipe de projet est située là. On évalue probablement 60-70 places disponibles à cet endroit-là. Donc, l'équipe dessine et continue à améliorer le projet à partir de cet endroit-là. Présentement, là, au niveau du site, il n'y a aucune infrastructure. Là, on parle vraiment, là, tout ce qui se fait là, comme étude au niveau environnemental et d'ingénierie, c'est à partir là, du bureau de projet là, qui est situé en partie. La vision et les engagements de l'équipe de projet, c'est travailler en amont pour réduire les impacts à la source, les prévenir, les éviter lorsque possible. Là, présentement, là, on est vraiment là, dans le processus d'étude d'impact. Chaque élément du projet est revu, dans le fond, pour répondre aux préoccupations. Puis si on voit des opportunités pour réduire les impacts là, de ce projet minier-là, on y adhère, on les intègre là, dans notre plan de match. Donc, c'est vraiment une étape importante là, pour dessiner un projet là, qui va bien répondre aux préoccupations de la population. Également, là, approfondir les éléments qui préoccupent ou intéressent les communautés, la communauté et les Premières Nations concernées dans un esprit de collaboration et de recherche de solutions. Un élément qu'on a mis en place, là, que je vous encourage à aller voir, c'est le site consultationwasamac.com. C'est un site web qu'on a mis, un site de consultation. Là, donc, c'est possible d'aller chercher beaucoup d'informations sur le projet, mais également rentrer en communication avec l'équipe de projet, amener vos préoccupations, vos questions. Puis, c'est vraiment un site qui est vivant, donc je vous encourage vraiment à aller voir ça.
Maximiser les retombées positives et les bénéfices pour le voisinage, la communauté, les Premières Nations. Entre autres, favoriser l'embauche locale, favoriser les fournisseurs locaux, puis l'achat local. C'est vraiment des éléments là, qui sont tenus en compte là, dans notre processus présentement. Donc, on encourage ça énormément là, au niveau de l'équipe de projet. Définir conjointement avec les communautés les conditions minimales à mettre en place pour que le projet s'intègre harmonieusement dans son environnement. Au cours de l'année 2021, on a mis en place un groupe de travail qui représente environ une quinzaine de personnes issues là, de différents, secteurs là, de la population. On a à peu près la moitié là, de ce groupe de travail-là qui c'est vraiment des résidents de proximité du projet, mais on a également des représentants des Premières Nations, des organismes socio-économiques, socio-environnementaux également là, présents au niveau du groupe de travail. Ce groupe de travail-là permet justement d'avancer les différentes étapes d'études d'impact environnemental et d'amélioration du projet pour vraiment intégrer les enjeux là, qui sont soulevés là, dans cet exercice-là. Donc, on travaille fort là, avec les gens, là, puis ça lui demande énormément de temps, mais jusqu'à maintenant, on voit là, les résultats, là, c'est très intéressant. L'équipe s'engage à travailler avec tous ses parties prenantes en faisant preuve d'inclusion, d'équité, d'audace et en valorisant la famille. Je parlais tantôt d'une faisabilité en 2018 qui a été produite par Monarch. On a fait la mise à jour de la faisabilité en juillet 2021, donc sous l'égide de Yamana Gold. Il y avait plusieurs opportunités qui avaient été identifiées par Yamana dès l'acquisition. Donc, cette étude de faisabilité-là, que les résultats ont été publiés en juillet 2021, dans le fond, intègre les éléments clés là, que Yamana là, voulait intégrer au sein du projet. Donc, ce qui était très motivant pour l'équipe de projet, c'est qu'en juillet 2021, lorsque les éléments ont été publiés, Yamana s'est positionné aussi favorable à la construction là, de la mine Wasamac. Donc, à partir de là, ce que Yamana expliquait, c'est qu'à partir même du flux de trésorerie généré par les opérations, dans le fond, on serait capable de construire la mine Wasamac. Ça l'enlève, on comprend, là, un élément là, de risque associé au financement nécessaire pour bâtir la mine. Yamana, ce qu'il dit, c'est qu'ils ont les sous là, disponibles au niveau de leur liquidité, des flux de trésorerie générés pour construire la mine dans les prochaines années. Donc ça, c'est excellent, là, puis c'est très agréable à entendre. La réserve a également été augmentée de 14 % dans l'exercice. Donc, on parle maintenant là, de 1,9 million d'onces là, à 2,56 grammes par tonne. Là. C'est ce qui serait exploité là, dans les 10 premières années du projet, comme j'expliquais tantôt. Puis, ça donne en termes d'onces une moyenne de production de 169 000 onces par année. Puis, on a un pic au niveau de la production des onces là, de 4 ans, là, où est-ce qu'on va atteindre le rythme de 200 000 onces. Puis, on ne vous cachera pas que notre objectif, c'est vraiment là, d'être capable de maintenir le rythme de 200 000 onces là, pour les 10 prochaines années. La récupération métallurgique moyenne présentement pour les différentes zones là, qu'on veut exploiter là, au niveau du projet Wasamac, on parle de 88,7 % là, de récupération au niveau de l'or. Puis les coûts de maintien tout inclus, là, les All-in Sustaining Costs, on parle de 828 US l'once, qui est très bon et très compétitif au niveau de l'industrie minière. Puis si on parle là, du coût d'opération, là, on parle d'environ 640 US l'once. Donc c'est des coûts très intéressants. Donc, les principales composantes du projet minier, là, pour vous situer là, la carte, on voit là, que la carte principalement située entre les quartiers Evin et Arnfield, le rang des cavaliers, là, que la plupart là, des gens ici doivent bien connaître, le gisement, dans le fond, les extensions de la vieille mine et les anciennes infrastructures qui ont été complètement restaurées, c'est le point vert qu'on voit sur la carte. Le gisement, on s'entend, on ne pouvait pas changer de place. Le gisement est toujours situé à cet endroit-là. Les infrastructures de surface initialement prévues là, dans ce secteur-là ont été déplacées, dans le fond, au nord-ouest de la 117. Le point jaune, orange pâle, là, qu'on voit sur la carte, tout près de la 117. Donc, principale infrastructure de surface, on parle de l'ensemble de l'œuvre. L'usine, les bureaux administratifs, bureaux d'ingénierie, garage. C'est à cet endroit-là que ça s'est construit. Mais comme j'expliquais tantôt, il y a une colline qui suit la 117 tout le long. On s'installe l'autre bord de la colline. Donc, ça nous amène en plus, le projet Wasamac, on va l'atteindre par 2 rampes. Donc, la colline est favorable en plus pour installer nos portails. Donc, stratégiquement, là, c'est vraiment un endroit là,
très bien positionnés là, pour installer nos infrastructures de surface. Les terrains où est-ce qu'on veut s'installer, les terrains nous appartiennent en plus. Donc, on est vraiment là, on est bien installé là, pour les prochaines étapes. Le parc à résidus miniers là, qu'on voit plus au nord-ouest, initialement dans la faisabilité, était situé à 6,5 km du site sur nos claims. Par contre, présentement, on regarde là, dans l'analyse des solutions de rechange possiblement une opportunité plus près de l'infrastructure de l'usine et du site. On parle là, du vieux site Aldermac. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec ça. Présentement, on est en discussion avec le MERN pour voir si cette option-là ne pourrait pas être utilisée. C'est un endroit déjà impacté par l'industrie minière, une opération minière qui a eu lieu dans les années 30. Donc, on est en train de travailler là, cet élément-là avec notre équipe là, qui est WSP. Là, pour la plupart doivent connaître WSP. C'est l'équipe, là, présentement, le consultant qui nous appuie dans notre processus d'étude d'impact environnemental. La mine souterraine, donc on y accède par deux rampes jumelles situées à environ 30 mètres l'une de l'autre. Une des deux rampes va contenir un convoyeur électrique. Dans l'étude de faisabilité 2018, on parlait d'un réveilleur. Maintenant, on est allé dans la mise à jour là, de juillet 2021 avec un convoyeur électrique. Comme j'expliquais tantôt, il se fait plein de belles choses. On parle là, de LTE super, ventilation sur demande, automatisation, téléopération. C'est tous des éléments là, qu'on a intégrés dans notre nouvelle mouture là, de la faisabilité là, au niveau de notre projet. Donc, c'est super, autant pour l'équipe de projet là, de pouvoir avancer un projet de ce type-là, mais également au niveau là, de la main-d'œuvre. Les candidats, là, quand on leur parle là, de cette avenue-là, c'est toujours très excitant pour tout le monde là, de pouvoir participer là, à un projet de ce type-là. Donc, en résumé, pour le projet Wasamac, comme j'expliquais, là, ici, là, la photo, là, on voit vraiment là, une version 3D de nos infrastructures de surface. Puis on est capable de voir les deux rampes, 30 mètres de distance l'une de l'autre, dont une qui contient le convoyeur qui va amener tout le matériel rocheux là, en surface. Puis l'autre rampe, c'est pour les équipements pneumatiques sur les équipements mobiles sur pneumatiques qui vont circuler dans l'autre rampe. Donc, puis on voit là, la colline, on voit les deux portails là, qui profitent là, de la topographie là, du secteur. Donc, je ne cacherai pas là, que cette nouvelle façon de présenter le projet avec une infrastructure déplacée a vraiment fait un changement majeur là, pour la communauté. Là. Les gens avaient beaucoup d'enjeux associés aux infrastructures près de leur résidence, aux côtés de la 117. Donc, c'est vraiment, là, ça a été un élément déclencheur, là, je pense, pour plusieurs intervenants, là, cette nouvelle façon de voir le projet. On est très content de pouvoir continuer à l'optimiser. Donc, comme j'expliquais tantôt, l'ensemble des nouvelles technologies va être intégré au niveau du projet. Au niveau du parc à résidus, entre autres, on veut utiliser le dry stack. Pour certains, peut-être, connaissent, s'ils ont eu la chance d'aller travailler dans les projets nordiques. Léonard Ragland utilise cette technologie-là. Puis il y a la mine Laronde, si je ne me trompe pas présentement, qui est en train d'intégrer le dry stack dans leurs opérations. C'est dans le fond d'assécher le matériel, le résidu minier, puis le déposer mécaniquement sur une surface là, déterminée. Ce que ça implique encore là, dans l'intégration de cette technologie-là dans notre projet, c'est de diminuer les risques associés à avoir des gros volumes d'eau à gérer là, au niveau du parc à résidus. Donc, c'est un autre exemple de technologie nouvelle qui est intégrée dans le projet là, pour diminuer l'impact environnemental et les risques associés à la mise en place d'un projet. Puis, le débit moyen, là, présentement, là, notre plan de minage de 10 ans, on parle de 7000 tonnes par jour au niveau là, de l'approvisionnement en minerais là, provenant de la mine. Puis, l'usine est présentement là, designée pour avoir une capacité de 7500 tonnes par jour. Donc, un petit excédent là, de capacité au niveau de l'usine là, pour se donner de la marge de manœuvre. Puis, le jumeau numérique, là, comme on voit là, une image ici à l'écran, si vous allez sur Consultation Wasamac, vous allez avoir la chance de voir le jumeau numérique. Vous êtes capable, c'est un 3D qu'on est capable de tourner dans l'espace. On voit les opérations minières souterraines, on voit les infrastructures de surface. Puis il y a beaucoup d'informations associées au projet disponibles là, au niveau du jumeau numérique. Donc, je vous encourage à aller voir ça. Là, c'est très intéressant. Donc, on serait rendu à donner la parole à Manon pour que Manon puisse nous présenter l'exploration en lien et la géologie en lien avec le projet. Bonjour tout le monde.
Je vais vous parler un petit peu de l'exploration en lien avec Wasamac, mais aussi je vais vous parler un peu de géologie. J'imagine qu'il n'y a pas grand géologue dans la salle, je vais faire ça très bref. La raison pour laquelle je le fais, c'est que la conférence est filmée et elle va être aussi présentée dans le cadre de la semaine minière par l'ICM Point Noranda la semaine prochaine. Afin d'être... Donc, je vais juste je vais vous faire un petit résumé géologique, mais je ne ferai pas ça compliqué, vous n'allez pas vous endormir, vous allez tout comprendre. Proche? Désolée, je ne suis pas habituée de parler dans un micro. Donc, Wasamac, d'un point de vue géologique, est situé dans la sous-province de l'Abitibi, dans un groupe de roches qu'on appelle le groupe du Big River. Le groupe du Big River contient le Cormier de Rouyn, qui est délimité au nord par la faille de Dessart-Porcupine et au sud par la faille de Cadillac-Ladder Lake. En gros, il commence dans le secteur de Cadillac-Malartic, puis il continue là, jusque en Ontario, là, à l'ouest. La géologie n'a pas de frontières provinciales comme nous, fait que ça continue de l'autre côté. Le gisement Wasamac, au niveau de la Le point rouge que vous voyez sur la carte, en fait, c'est la projection surface du dépôt, puisque Wasamac est situé. Il est situé en deux unités de roche qu'on appelle des séquences volcaniques différentes. Et celle du nord est constituée de laves mafiques intercalées avec des tubes et des brèches volcaniques felsiques. Celle du sud, ça va être des laves massives intermédiaires à mafiques. Le cisaillement Wasamac, en fait, est une dislocation entre ces deux unités-là. Imaginez que vous avez un gros paquet de feuilles, vous y mettez une contrainte, comme ça, que vos feuilles vont glisser de cette façon-là. C'est ça une zone de cisaillement. C'est ça qui est arrivé à Wasamac. La zone de cisaillement est plus ou moins orientée est-ouest, donc on voit là, dans le secteur, elle se continue jusque dans le secteur où il y a les anciennes mines Francoeur, puis elle va descendre un petit peu vers le sud-ouest. Elle est située entre 1,6 et 2,5 km au nord de la faille de Cadillac, que vous connaissez sûrement un peu plus. Donc, je vous ai expliqué comment se formait le cisaillement. Je vous ai mis une photo pour vous montrer de quoi ça a l'air sur une roche au niveau de Wasamac, en fait. La zone de cisaillement à Wasamac, c'est une altération en chlorite. Donc, on voit la roche verte au début puis à la fin. Puis on a une seconde altération en albite carbonate de silicite, en fait une altération beige-brune. À l'intérieur d'elle, on a un peu de pyrite disséminé, 1 à 5 % maximum. Puis c'est ça la zone. Fait que c'est très visuel. Pas besoin d'être géologue pour le reconnaître. Fait que ça, c'est bon pour. C'est facile la géologie, non? Donc, comme vous pouvez voir un peu, j'ai mis. C'est un trou historique avec des exemples des teneurs associées. Là, on peut voir que les teneurs les plus élevées sont vraiment associées là, au changement de couleur au niveau du cisaillement. Marc-André en a parlé. Donc, les réserves en ce moment sont de 1,9 million d'onces. On a des ressources de 326, des ressources usées, je vous le vois avec les couleurs, désolée, je ne pensais pas faire sortir, même sa présentation. Donc, on a des ressources indiquées de 326 000 onces et inférées de 258 000 onces. L'image que vous voyez, ça s'appelle une longitudinale. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est comme si on était sur Terre et qu'on regardait tout en place, avec un regard vers le nord. En ce moment, ce qu'on est en train de faire, il y a deux types de travaux sur la propriété, dont des forages qu'on dit infill, donc intercalaires. On est en train de resserrer la maille. Oh. On est en train de resserrer la maille de forage au niveau du gisement. Je vais mettre ça avec le micro. Côté exploration, l'année passée, on a fait un petit peu de forage au sud du dépôt Wasamac en attendant d'avoir les permis pour aller à cet endroit-là, dans le secteur de Wildcat. Wildcat, juste une petite parenthèse, Marc-André a dit que la découverte de Wasamac est en 1936, mais la découverte a été faite c'est à Wasamac, mais c'était sur Wildcat. Par la suite, ils ont découvert la zone de cisaillement un peu plus au nord, puis ils sont surtout concentrés sur celle-là. Cet été, les travaux qu'on a fait de forage, on a permis de trouver des zones aurifères quand même intéressantes, un peu plus en profondeur de ce qui était connu, un petit peu vers l'est. Puis la sorte Wildcat qui est sortie dans les press releases, qui était marquée dans la présentation de Marc-André, c'est un trou d'exploration qu'on a fait pour viser une structure magnétique, pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Puis on a quand même eu des beaux résultats à l'intérieur, donc on a un potentiel intéressant aussi d'un point de vue exploration au niveau de la propriété. En plus de Wasamac, on a acquis en juillet la propriété Francoeur à Globex. Comme sur la carte, vous pouvez voir, on a environ 20 km est-ouest de propriété qui suit le cisaillement Francoeur-Wasa.
En ce moment, les travaux qu'on est en train de faire, c'est de la compilation pour essayer de trouver des nouvelles sites, faire des travaux d'exploration futurs sur cet endroit-là. Ah, aussi, les activités en ce moment sur le site Francoeur, on a pris les anciens bâtiments pour faire notre carothèque. Vu qu'on s'intègre en région, on a décidé d'utiliser, là, on a juste rénové les anciens bâtiments pour installer notre carothèque à cet endroit-là. Le programme d'exploration, comme Marc-André l'a mentionné, on est situé au niveau du rang des Cavaliers, donc un secteur habité. Donc, c'était très important pour nous d'avoir une approche en collaboration avec le voisinage, surtout que dans le passé, ils ont eu des petits désagréments concernant les activités de forage dans leur secteur. Fait que, dès l'acquisition du projet, Yamana a décidé de tenir des engagements fermes avec le voisinage. Dans ces engagements-là, on a parlé de mettre en place les meilleures pratiques pour atténuer au maximum les impacts au niveau de la communauté. On a établi un programme aussi là, pour compenser et dédommager de façon juste et équitable les propriétaires puisqu'on fait des travaux sur leur terrain. Puis on propose une approche participative et collaborative avec le voisinage là, tout le long de nos travaux, avant et durant les activités. Un des exemples de ça, c'est au niveau des foreuses. Avant l'arrivée des foreuses, il y a une compagnie qui s'appelle SurDV qu'on a fait des études de son dans le rang des Cavaliers, dans le secteur, pour savoir le niveau sonore qui était là avant notre arrivée. Avec eux et avec RJLM, la compagnie de forage actuellement sur le projet, on a développé des mesures d'atténuation sur les foreuses qui font en sorte qu'on ne dépasse pas le niveau sonore ambiant déjà enregistré avant notre arrivée. Pour ce faire, on a une tablette numérique à l'intérieur de la foreuse, puis on a des stations d'enregistrement sonore près de la foreuse et près des résidences les plus près. Puis les foreurs peuvent voir en temps réel le niveau sonore qu'ils vont émettre. On a des rapports qui sont émis aussi à chaque jour. Puis lorsqu'on a des dépassements majeurs liés à nos activités, on fait un arrêt des foreuses, puis on corrige le tir. Je vais vous inviter, les codes QR fonctionnent directement sur la présentation. Sinon, vous pouvez aller sur le site de consultation Wasamac. Il y a 2 vidéos là, qu'on entend ou qu'on n'entend pas le bruit des foreuses en opération. Fait que si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Je vais laisser la place à mon collègue Martin Duclos, qui est directeur en santé, sécurité, environnement et permis. On va parler d'un sujet extrêmement intéressant. Vous allez voir, on parle d'environnement, mais surtout de permis. Bien, je vais commencer peut-être dans l'introduction, juste souligner le fait que vous avez sur les tables là, des signets avec des crayons à l'intérieur. Il y a d'abord à l'endos, vous allez trouver le code QR qui vous amène à la plateforme dont André parlait tout à l'heure, la plateforme là, de consultation Wasamac. Mais je vous invite aussi à conserver le signet, qui peut être très utile pour lire. Bien entendu, vous irez lire tout le dossier de consultation de Wasamac, mais c'est d'abord aussi des graines de basilic qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour cultiver, le printemps s'en vient, et cultiver du bon basilic. Merci Geneviève pour l'excellente idée. Je vais d'abord vous parler de l'échantillonnage en vrac. Marc-André en a glissé brièvement un mot tout à l'heure. C'est la première étape là, du développement du projet Wasamac qu'on compte réaliser dans la prochaine année, du moins la débuter dans la prochaine année. Bien entendu, pour pouvoir réaliser cette étape-là, nous devrons obtenir les permis nécessaires, c'est-à-dire les permis du ministère de l'Environnement, les permis du ministère des Ressources naturelles, les permis de la Ville, exactement, également, excusez-moi, étant donné qu'il y aura construction. Ces processus-là sont actuellement en cours de notre groupe. Pourquoi un échantillonnage en vrac? Pour différentes raisons. Tout d'abord, on a des éléments à aller confirmer. La faisabilité qui a été émise, comme Marc-André parlait tout à l'heure, a amené certains éléments, mais on devra aller les confirmer. Un échantillonnage en vrac, ce que ça veut dire, en quelques mots, c'est qu'on va descendre sous terre par nos infrastructures, nos 2 rampes, et on va aller prélever un échantillon dans la zone minéralisée, comme Alain vous a montré tout à l'heure. Un échantillon de quelques dizaines de milliers de tonnes pour nous permettre d'aller valider ces éléments. Quels sont les éléments à valider? D'une part, le plan de minage, la méthodologie de minage qu'on va mettre sur pied, est-ce qu'elle est compatible réellement avec ce qu'on va découvrir, ce qu'on va voir sous terre? Est-ce que la géotechnique est compatible également? Ça va nous permettre, avec cet échantillonnage-là aussi, d'aller valider des éléments de traitement du minerai. Est-ce que le taux de récupération pourrait être amélioré? Marc-André nous a parlé d'un taux de récupération de 88,7 %. On a la prétention probablement de pouvoir augmenter ça de 3 à 5,5 %, ce qui pourrait avoir une valeur économique fort intéressante.
Autre chose aussi, c'est toute la question de la stabilité des chantiers. Vous le savez, quand on travaille dans une mine souterraine, mais on a des gens sous terre. On doit s'assurer de leur santé, de leur sécurité à tout prix. Donc, ça va nous permettre à ce niveau-là d'aller vérifier justement si l'environnement de travail soit sécuritaire pour nos travailleurs. Dernier élément, pour Manon, on pourrait établir également sous terre des plateformes de forage. Donc, en s'approchant du gisement, ça nous permettrait d'approcher nos drills sous terre et puis de pouvoir définir encore plus précisément le gisement. Donc, cette étape-là est en cours à l'heure actuelle pour nous. Donc, on travaille avec nos équipes d'ingénierie à préparer l'ingénierie, oui, mais également les demandes de permis nécessaires pour faire des autorités provinciales. Maintenant, la grosse étape, disons ça comme ça, c'est le projet. Pour ce qui est du projet, nous devrons passer aux procédures environnementales provinciales et fédérales. Procédure environnementale provinciale, tout le monde a sûrement entendu, c'est, entre autres, une des étapes de ce processus-là, c'est le BAP, le Bureau des audiences publiques sur l'environnement du Québec, mais également le processus d'évaluation fédérale. Chose à noter ici, c'est que le processus d'évaluation environnementale du fédéral a changé au cours des dernières années, et le projet Wasamac sera le premier projet minier au Québec, au Canada, à passer sous cette nouvelle procédure d'impact. Donc, pour nous, c'est assez nouveau. On a beaucoup d'ajustements à faire. Je vous dirais qu'on est quand même beaucoup ou bien accompagné par l'Agence d'évaluation environnementale du Québec, parce que pour eux également, c'est la première fois. Donc, on travaille de façon très, très collaborative avec eux. Les procédures vont nous garantir, bien entendu, un encadrement qui est rigoureux, puis qui va combiner le savoir-faire des experts qu'on a engagés. Marc-André en a dit un mot tout à l'heure, pour le VSP, mais on a d'autres experts aussi qui nous entourent là, pour développer le projet, mais également la participation citoyenne puis des Premières Nations. Sur le graphique que vous voyez là, ou la figure, je veux dire, que vous voyez là, vous voyez que le début de l'avis de projet a été déposé par Mme Gould à l'époque, en 2019. Aujourd'hui, on en est rendu en 2022, excusez-moi, toujours dans l'élaboration participative de l'étude d'impact. Je vous souligne ces dates-là parce que vous allez voir tout à l'heure où on en est rendu dans le reste du processus. Vous comprendrez qu'à partir de 2019, jusqu'à la date que je vais vous donner tantôt, vous ferez le calcul, c'est un processus qui est ardu, qui est long, mais qui est nécessaire. Le groupe de travail, Marc-André en a parlé tout à l'heure, c'est très, très important de mettre ce type de groupe-là sur pied. On l'a fait de façon collaborative avec les citoyens du voisinage, avec aussi, comme Marc-André disait, des organismes socio-économiques, socio-environnementaux autour du projet. Avec ce groupe-là, on rencontre de façon très fréquente. On va travailler sur les préoccupations du voisinage. On va travailler sur les différents impacts, les retombées également qui sont appréhendées. Mais on va aussi travailler en fonction des recommandations qu'ils vont nous faire, à identifier des conditions qui vont permettre l'acceptabilité du projet. Marc-André disait un petit mot tout à l'heure sur le projet Aldermac, notre projet de déposition du parc à résidus au site minier Aldermac, un site orphelin qui est sous la tutelle du ministère des Ressources naturelles. Lors de certaines rencontres avec le groupe de travail, justement, ce sujet-là est tombé sur la table. Quelques participants nous ont dit « Mais pourquoi vous allez à 6 km de votre site, dans une belle zone boisée, vierge, alors que vous avez ce site-là qui est à 2 pas de votre site et qui est déjà impacté? » On a pris un pas de recul, on a examiné la chose, puis effectivement, on s'est rendu compte que ça pouvait être quelque chose de fort intéressant à faire. Donc, on a commencé, comme Marc-André disait tout à l'heure, à discuter avec le ministère des Ressources naturelles à ce sujet-là. Autre discussion ou autre étape qu'on doit également faire, c'est d'avoir des échanges avec les Premières Nations. Vous voyez le tableau qui est là. C'est lors du processus d'évaluation environnementale au niveau fédéral. On a identifié, le fédéral a identifié dans les lignes directrices qui nous ont été émises, 12 communautés autochtones. Il y a un potentiel intérêt à notre projet. Donc, nous avons contacté ces 12 communautés-là et 7 d'entre elles se sont montrées intéressées. Donc, à l'heure actuelle, nous travaillons avec 7 d'entre elles, vraiment directement à l'élaboration du projet d'étude d'impact au niveau fédéral. Au niveau provincial, la démarche est un peu différente et moins de communautés autochtones ont été identifiées, mais quand même, pour ce qui est du fédéral, on aura 7 communautés à travailler avec. Nous travaillons avec cette communauté.
L'évolution du projet dans le temps, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure. On a d'abord commencé vous avez vu le dépôt de l'avis de projet en 2019. Ça nous a mené à l'élaboration participative d'études d'impact, ce qui est en cours à l'heure actuelle. 2021-2022, on est toujours là. En 2021, l'année passée, on a eu beaucoup de relations avec la communauté, avec les Premières Nations, mais on a également fait le volet plus scientifique. C'est-à-dire qu'on a débuté nos travaux de terrain à faire plusieurs relevés au niveau faunique, au niveau de la végétation, au niveau de l'ambiance sonore, au niveau de la qualité de l'atmosphère, ça va également au niveau des impacts économiques, des retombées économiques dans la région, ça va au niveau du trafic sur la 117. Il faut le dire, on va avoir un nouveau projet sur la 117, il va y avoir un impact là. Donc, c'est vraiment tous les impacts qui sont à l'étude. Donc, on a eu une batterie d'experts qui ont travaillé sur le site tout l'été passé, tout l'automne passé. On a des stations aussi qui sont en continu encore aujourd'hui sur le terrain pour prélever des données, par exemple, atmosphériques. Ça va se poursuivre cette année, en 2022. Les relations avec la communauté vont se poursuivre, mais le volet scientifique va se poursuivre également tout au cours de l'été. Tout à l'heure, on a parlé du groupe de travail. C'est ce qu'on a débuté, comme Marc-André disait, là, en 2021. Programme d'exploration qui est en cours en 2021, en 2022, sous la tutelle de l'équipe de Manon. En 2023, on devrait commencer l'analyse environnementale des autorités provinciales et fédérales. Ce que ça veut dire, c'est que de notre côté, on compte déposer l'étude d'impact environnemental en décembre de cette année. Donc, en décembre 2022. Eux, les deux autorités gouvernementales, vont commencer leur analyse environnementale, ce qui devrait nous mener, on figure, vers la fin de l'année 2023 là, aux audiences publiques, le VAP, le fameux VAP, ainsi que les consultations par l'Agence fédérale. Suivant les audiences, le VAP fera ses recommandations, le ministère de l'Environnement poursuivra son analyse du projet, et on s'attend à ce moment-là à avoir une décision par les deux autorités. On figure autour de la mi-année 2024, qui pourrait à ce moment-là nous permettre le début de la construction vers la fin de l'année 2024. Bien entendu, subséquemment à ces grandes décisions-là, on aura une multitude d'autres autorisations à obtenir de la part des différents ministères. Là. Donc, on aura quelques mois, là, je dirais peut-être 6 mois là, de travail avec la direction régionale du ministère de l'Environnement, avec la direction régionale du ministère des Ressources naturelles et d'autres ministères comme le MFFP, la municipalité de Rouen-Noranda, etc., etc. Donc, début de construction fin 2024 et une production commerciale attendue pour l'année 2027. Donc, avis de projet 2019, approbation 2024. Le projet Wasamac, un projet minier majeur, un projet minier moderne aussi, c'est ce qu'on a compris, par une entreprise sérieuse composée d'individus de grande qualité. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour un projet minier? À 15 km de notre ville, un investissement d'1 milliard, rien de moins. Je suis convaincu que nos entrepreneurs joueront un rôle important dans la vie de cette mine. Et c'est grâce à eux, c'est grâce à des projets comme ceux-là, que notre région est une véritable locomotive économique pour le Québec. Et ça, les Québécois devront le réaliser un jour, à quel point ces projets-là ont un impact important sur notre économie locale, mais sur l'économie du Québec en entier. Alors, bravo, on est très fiers et longue vie donc, au projet Wasamac.